Les êtres humains investissent beaucoup de temps et d'argent dans l'exploration de l'inconnu. D'abord l'espace, puis les fonds marins. Mais il nous reste une autre frontière à conquérir. Les scientifiques l'appellent la frontière profonde. Je veux parler de l'endroit le plus profond que nous ayons atteint en chemin vers le noyau terrestre. Dans les années 60, nous avons tenté de creuser le trou le plus profond jamais réalisé sur Terre. Cela nous a menés loin dans le cercle arctique. Ce qui porte aujourd'hui le nom de forage profond de Kola est également le point artificiel le plus bas de la planète, à 12 262 mètres de profondeur. Il a fallu 20 ans pour creuser aussi profondément dans la croûte terrestre, et les chercheurs estiment que nous n'avons atteint qu'environ un tiers de la distance qui nous sépare du manteau. Voici comment se présente notre planète. Si la Terre était comme un oignon, la croûte terrestre est comme la peau épaisse de cet oignon. Cette partie ne fait que 40 km d'épaisseur. Au-delà se trouve le manteau, profond de 2900 km. Et après ça, en plein centre de la Terre, nous avons le noyau, qui est composé de deux couches, une couche interne et une couche externe. Savez-vous où se trouve la croûte la plus fine de la planète? Au fond de l'océan. Lorsque les scientifiques américains ont compris cela, ils ont commencé à forer des trous dans le plancher océanique. C'est ainsi qu'est né le projet Moholy. Il a débuté en 1961, mais la technologie dont nous disposions à l'époque pour forer de profonds trous dans l'océan était très rudimentaire. Il a fallu improviser. Ils ont installé un système de propulseurs sur les côtés de leur navire de forage afin de le stabiliser au-dessus du trou. Le principal défi consistait à forer le plus verticalement possible. Sinon, ce trou profond aurait ressemblé à un labyrinthe. Le projet du forage profond de Kola et le projet Moholy ont tous deux été officiellement abandonnés dans les années qui ont suivi. Cependant, l'être humain a construit des ouvrages souterrains relativement profonds. En 1963, un homme turc qui faisait des rénovations dans son sous-sol a découvert un tunnel. L'entrée de ce tunnel menait à d'autres passages qui formaient tout un réseau de salles et de chambres. Il ne le savait pas, mais il venait de découvrir Derinkuyu. Cette ville disparue mesurait près de 18 étages ou 61 mètres de profondeur. Elle était suffisamment grande pour accueillir 20 000 personnes et se trouvait tout simplement sous la Cappadoce, en Turquie. La Cappadoce abrite des centaines d'habitations souterraines. 40 de ces villes souterraines ont au moins 2 étages. Cependant, aucune n'est aussi grande que Derinkuyu. Il n'existe pas beaucoup de récits historiques sur les origines de Derinkuyu. Certains pensent que la partie la plus ancienne du complexe a été creusée vers 2000 avant J.C. par les Hittites. Les Hittites étaient une civilisation indo-européenne. Ils furent l'une des premières grandes civilisations de l'âge du bronze en Asie occidentale. Les chercheurs pensent qu'ils ont construit cette ville souterraine pour se protéger des invasions. D'autres pensent que ce sont en fait les chrétiens qui ont construit cette ville au cours des premiers siècles de notre ère. Selon eux, elle aurait été construite pour protéger les habitants des variations de température extrêmes, chaleur intense en été et froid glacial en hiver. D'un point de vue géologique, le terrain sous la Cappadoce est idéal pour la construction. Les roches sont tendres, ce qui facilite le forage de tunnels. Pour cette même raison, les grandes cavités souterraines sont fragiles. C'est pourquoi la plupart des salles sont soutenues par des piliers. Heureusement, aucun des sols de Derinkuyu ne s'est jamais effondré. Les bâtisseurs de Derinkuyu avaient tout prévu. La ville était isolée du monde par d'énormes rochers qui dissimulaient son entrée. Elle était ventilée par plus de 15 000 puits d'aération d'environ 10 cm de large. Cela garantissait une ventilation suffisante dans les niveaux supérieurs, qui finirent par être utilisés comme pièces à vivre et chambres à coucher. Les niveaux inférieurs de cet impressionnant labyrinthe servaient principalement à l'entreposage. Mais à vrai dire, rien ne manquait. Une salle pour un pressoir à vin, pour les animaux domestiques, de petits édifices religieux. Ils n'ont certainement pas ménagé leurs efforts pour rendre cette ville souterraine aussi complète qu'une ville construite à la surface. En parlant d'ouvrages souterrains impressionnants, la Suisse possède le plus long tunnel du monde. Il se trouve dans le massif du Saint-Gothard. Ce tunnel d'une taille impressionnante a été construit à plus de 2440 mètres sous la surface. Voici à quoi ressemble le tunnel du Saint-Gothard. L'idée de sa construction fut avancée dès 1947. Mais les travaux ne commencèrent officiellement qu'en 1999. Il a fallu des années pour approuver le projet, puis trouver l'emplacement idéal. Malgré cela, les 73 types de roches différents qui composent le massif
ont fait de cette construction un véritable défi. Certaines roches étaient aussi dures que du granit, d'autres aussi tendres que du grès. Il a donc fallu adopter différentes approches et utiliser différents équipements pour que l'ensemble ne s'effondre pas. Au total, environ 28 millions de tonnes de roches ont dû être excavées pour permettre l'aménagement du tunnel. Un chantier à une telle profondeur souterraine a posé de nombreux défis. Plus les ouvriers s'enfoncèrent dans la montagne, plus la température augmentait. En l'absence de ventilation naturelle, la température pouvait grimper jusqu'à 46 degrés Celsius, rendant les conditions de travail très difficiles. Le tunnel s'étend sur 56 km d'un bout à l'autre. Pendant la construction, il a fallu utiliser 4 énormes tunneliers, également appelés taupes, pour percer le massif. Chacune de ces taupes mesurait environ 426 mètres de long. Mais c'était l'une des meilleures solutions, car ces machines limitent les perturbations du sol environnant et permettent d'obtenir des parois lisses. Saviez-vous que le sous-sol le plus profond du monde se trouve sous l'Opéra de Sydney, en Australie? Le bâtiment s'enfonce autant sous terre qu'il s'élève au-dessus du sol. Mais ce sous-sol ne sert pas uniquement de fondation à l'Opéra. Il s'agit en fait d'un parking. Ce parking unique s'enfonce à 36 mètres sous terre, soit 12 étages de profondeur, alors que les parkings ne comptent généralement que 4 ou 5 étages. Mais ce n'est pas tout ce qui le rend unique. En effet, s'ils avaient décidé de construire un parking rectangulaire classique, ils auraient perdu une multitude de places de stationnement. Comme ils souhaitaient optimiser l'espace disponible, ils ont dû imaginer une structure exceptionnelle. Tout d'abord, ils ont creusé une caverne artificielle pour rendre ce rêve possible. Ensuite, ils ont dû concevoir un plan. C'est ainsi qu'est née l'idée d'un sous-sol en forme de beignet, ou ce que les ingénieurs appellent une double hélice. Cette conception a surpris la communauté des ingénieurs par son approche innovante. Cependant, cela a fonctionné. Aujourd'hui, il y a de la place pour plus d'1 millier de voitures, ce qui semble tout à fait approprié pour un opéra. Étonnons-nous encore une fois. Il faut jusqu'à 1 heure pour atteindre certaines structures souterraines. Prenons l'exemple de la mine d'or de Mponeng, en Afrique du Sud, située à environ 4 km sous la surface. Vous vous dites, sans doute, il ne s'agit que de 4 petits kilomètres, pourquoi faut-il 1 heure pour y arriver? Mais les conditions y sont extrêmement difficiles. Pourtant, Milan Ludena, un coureur équatorien, a réussi à courir un semi-marathon dans ces conditions, malgré une température de 40 degrés Celsius, un taux d'humidité de 80% et une pression atmosphérique de 1,4. C'est la pression que l'on ressent à 5 mètres sous la mer. Incroyable. Supposons qu'une autre espèce, humanoïde ou delphinoïde, ait pu exister il y a des millions d'années. Comment retrouver sa trace? Dans un épisode de Doctor Who, il était question d'une civilisation industrielle non humaine ayant existé sur Terre bien avant nous. Ces reptiles, appelés siluriens, furent contraints de s'enfoncer dans les profondeurs de la Terre à la suite d'une hausse catastrophique des températures. Ils y survécurent pendant des siècles. C'est ce qui a incité les scientifiques à créer l'hypothèse silurienne. S'il existait une civilisation avancée avant la nôtre, nous devrions en trouver les traces quelque part. Eh bien, essayons. Le climatologue Gavin Schmidt et l'astrophysicien Adam Frank ont décidé de se pencher sur la question. Toute civilisation technologiquement avancée est avide d'énergie. Ces scientifiques recherchent donc des effets globaux qui laisseraient une trace importante. Par exemple, des indices de processus industriels à grande échelle, comme les usines et les fabriques, et leurs résidus. Vient ensuite la question de la durée de vie de ces civilisations. Si elles ont existé sur une longue période, nous devrions rechercher des signes durables, tels que des résidus de combustion de matières fossiles, des extinctions massives, des substances chimiques synthétiques non présentes dans la nature et même des traces de fission nucléaire. En fait, nous devrions rechercher toutes les choses que l'homme laisse aujourd'hui derrière lui comme preuve de ses activités. Malheureusement, ces preuves ne sont pas si faciles à trouver. Imaginons un scénario inquiétant. L'humanité disparaît soudainement. Même si nous avons l'impression que nous avons apporté beaucoup de changements à notre planète, une civilisation future, dans des millions d'années, aurait du mal à trouver des vestiges de notre existence. Pourquoi? Notre planète existe depuis 4 ou 5 milliards d'années. La vie complexe sur Terre existe depuis plus de 400 millions d'années.
En comparaison, notre période industrielle n'a duré qu'environ 300 ans et nous n'avons toujours pas laissé de traces significatives. Nos archives sur l'histoire de la Terre sont pleines de lacunes, surtout si l'on remonte très loin en arrière. Le registre des fossiles ne contient que quelques éléments. Il est très sélectif et incomplet. En moyenne, un fossile apparaît tous les 10 000 ans, et les empreintes de dinosaures sont encore plus rares. Les montagnes s'élèvent, les océans changent, et la tectonique des plaques peut facilement effacer les traces de civilisations entières. Après quelques millions d'années, il y a de fortes chances que tout signe physique d'une civilisation ait disparu. Pour trouver au moins quelque chose, nous devons rechercher des éléments tels que des configurations sédimentaires anormales ou des taux isotopiques inhabituels. En outre, les fossiles se forment principalement dans l'eau, ce qui nous empêche de savoir quelle fut la destinée des créatures terrestres. Ainsi, même s'il existait il y a des millions d'années une société technologiquement avancée, et même si elle était beaucoup plus avancée que la nôtre, nous aurions beaucoup de mal à trouver des indices de son activité. Frank et Schmitt tentent de comprendre comment nous pourrions espérer en repérer les traces. La découverte de véritables villes serait la preuve ultime de l'existence d'une civilisation de type silurien sur Terre. Mais Adam Frank n'est pas très optimiste. Même aujourd'hui, nos villes représentent moins de 3% de la surface du globe. Il est donc facile de passer à côté des ruines d'anciennes cités. La survie d'une ville sur des dizaines de millions d'années dépend du niveau d'affaissement de la Terre qui l'entoure. Elle peut soit se retrouver enfermée dans la roche, soit se voir érodée par la pluie et le vent. Ainsi, des lieux tels que le quartier français de la Nouvelle-Orléans ont plus de chances de figurer dans les archives géologiques que par exemple le quartier de Haight-Ashbury à San Francisco. En ce qui concerne la découverte d'objets anciens, les chances sont également assez minces. Aucun iPhone préhistorique ne survivrait sur des millions d'années, quel que soit son matériau. Trouver des restes fossilisés est peut-être un peu plus probable, mais cela reste problématique. Étant donné que l'homme moderne n'existe que depuis une centaine de milliers d'années, il est tout à fait possible que nous ne voyions tout simplement pas les traces d'une espèce plus ancienne et plus avancée. Mais tout n'est pas sans espoir. Nous pourrions tomber sur ces traces dans les roches. Notre époque chaotique actuelle pourrait laisser une marque dans l'histoire géologique de la Terre. D'autant plus que nous sommes en train de vivre un PETM 2.0. J'y reviendrai dans un instant. Les chercheurs s'efforcent donc d'étudier les changements dans le cycle du carbone. Depuis le XVIIIe siècle, l'activité humaine génère une grande quantité de carbone fossile. Il en résulte une marque particulière dans le rapport isotopique du carbone, une sorte de signature qui montre la différence entre le carbone présent dans les êtres vivants, tels que les coquillages, et le carbone présent dans les roches volcaniques sans vie. Les scientifiques cherchent également à identifier des indices dans la disposition des sédiments. La présence de grands deltas côtiers peut signifier que des rivières artificielles furent autrefois creusées par les habitants d'une civilisation hypothétique. Des traces d'azote peuvent suggérer une agriculture à grande échelle, où l'on utilisait beaucoup d'engrais. Des pics de concentration de métaux dans les sédiments pourraient révéler la présence de rejets provenant d'industries lourdes. Bien entendu, une seule découverte de ce type ne nous apprendrait rien. Selon M. Schmitt, il convient de rechercher plusieurs signes à la fois. En l'absence d'artefacts incontestables, le caractère unique d'un événement ne peut être démontré que par une variété d'indices, et non pas par une série de changements liés à une cause unique. Dans leur quête d'indices de type silurien, les scientifiques ont même décidé d'examiner la Lune. Certains astronomes s'étonnent que personne ne se soit penché sur la question auparavant. Ils ont même plaisanté sur la possibilité que des dinosaures ayant pu construire des fusées et laisser des traces sur la Lune ou d'autres corps célestes. Ces astronomes pensent que les planètes semblables à la Terre ont tendance à effacer les traces de civilisation à leur surface. Ils explorent donc l'idée saugrenue que ces êtres hypothétiques y ont pu voyager dans l'espace. Dans ce cas, des vestiges de leur technologie, appelée technosignature, pourraient en se trouver non seulement sur notre Lune, mais aussi sur des astéroïdes, ou même enfouis sur Mars. Là, ils pourraient perdurer pendant des millions, voire des milliards d'années. Malheureusement, jusqu'à présent, bien qu'ils aient sondé les 380 millions d'années écoulées et examiné tous les événements anormaux, les chercheurs n'ont pas trouvé de traces évidentes d'une civilisation technologique. Mais ils n'abandonnent pas pour autant. Frank appelle à poursuivre les recherches. Par exemple, nous pourrions étudier comment les produits chimiques industriels modernes se conservent dans les sédiments océaniques. Cela pourrait nous aider à identifier des traces chimiques similaires dans l'histoire de la Terre. S'il n'y a pas de traces, pourquoi se donner tant de mal? Ces recherches sont basées sur les récents articles de Schmitt et Frank.
ils se sont penchés sur l'Anthropocène. Il s'agit de la période dominée par les activités humaines sur Terre. Elle est remplie de ce que l'on appelle des hyperthermies. Il s'agit d'événements préhistoriques au cours desquels les températures sur Terre ont fortement augmenté sur une période relativement courte. Des sortes de vagues de chaleur extrêmes du passé. Le maximum thermique du passage Paléocène-Éocène, ou PETM, en est un bon exemple. Ce phénomène, qui s'est produit il y a environ 55 millions d'années, s'est traduit par une hausse rapide des températures mondiales. En l'espace de 200 000 ans, la température moyenne sur Terre est passée d'environ -12,8 à -10 degrés Celsius. Nous étudions ces hyperthermies pour comprendre comment elles se sont produites, qu'elles soient dues à des causes naturelles ou à des activités humaines. Et elles sont donc à l'origine des recherches de Frank et Schmidt. Pour les étudier, les scientifiques ont commencé à examiner les signaux chimiques et leurs différentes traces présentes dans les roches. Ce faisant, Schmidt et Frank ont découvert d'étranges parallèles entre tous les problèmes climatiques actuels et les périodes passées de changements rapides de température. Il existe une grande similitude entre le PETM et d'autres événements hyperthermiques. Tous ces travaux ne visent donc pas seulement à résoudre un mystère historique. Comprendre notre impact sur l'environnement peut nous aider à trouver de meilleurs moyens de vivre en harmonie avec la planète et d'éviter de disparaître en tant qu'espèce. Notre Voie lactée regorge de planètes qui pourraient être propices à la vie. Mais nous ne savons pas s'il existe d'autres civilisations. La Terre est le seul endroit que nous connaissons où vivent des êtres vivants. Il y a environ 200 ans, on se demandait s'il n'y avait pas une civilisation sur Mars. À l'époque, c'était une vraie question. Mais une fois que nos sondes spatiales nous ont envoyé des photos, nous avons constaté qu'il n'y avait aucune preuve de l'existence d'une civilisation extraterrestre, et nous sommes un peu passés à autre chose. Aujourd'hui, cette question n'est même plus considérée comme un sujet scientifique sérieux. Elle est même un peu ridicule. Mais personne n'a encore fixé de limite claire à ce qui aurait pu se produire sur notre propre planète il y a très longtemps. Même nous n'avons aucune preuve. Nous ne devrions pas écarter cette possibilité. N'oublions pas que l'humanité a mis du temps à identifier les dinosaures. Les Siluriens attendent peut-être patiemment leur heure. À un moment donné de sa longue et très intéressante histoire, notre chère planète Terre était en train de roupiller tranquillement, faisant son petit bonhomme de chemin, tournant autour du Soleil. Et puis, bam, la vie commence à s'emballer. Les plantes et les animaux se mettent à se pavaner, dévoilant toute leur complexité. Un peu plus tard, il y a environ 65 millions d'années pour être exact, une catastrophe cosmique se produit. C'est du moins ce que nous supposons. Un astéroïde s'est probablement écrasé sur la Terre, anéantissant les dinosaures et un tas d'autres grands animaux. Nous n'avons pas beaucoup plus de détails sur l'astéroïde en question. Mais nous savons qu'il était extrêmement massif et qu'il s'est écrasé sur notre précieuse planète, créant un chaos poussiéreux qui s'est répandu partout. Aujourd'hui encore, on trouve des vestiges de cette couche de poussière dans les roches sédimentaires. Si tu creuses en dessous, tu y découvriras tout un tas de fossiles. Ces créatures préhistoriques menaient la grande vie avant que l'astéroïde ne vienne gâcher la fête. Imagine que la planète fasse le ménage, laissant un tas d'espaces vides qui n'attendent que d'être remplis. Et devine qui a profité de l'occasion? Les mammifères pardis. Ces petites créatures à fourrure se sont faites connaître. Mais comment se fait-il que cette catastrophe ait été une si belle opportunité pour eux? C'est assez simple, en fait. En l'absence de persécuteurs, ils ont grandi, se sont multipliés et ont vu leur population s'étendre. Toutes sortes de mammifères se sont joints à eux pour combler les vides. Primates, rongeurs, bref, toute la bande à fourrure. Nous parlons ici de mammifères placentaires, de marsupiaux et même de mammifères pondant des œufs, ce qui ajoute une sérieuse touche de variété au mélange. Nous aimons considérer les primates comme nos plus proches parents sur Terre. Quelle est leur histoire? Il y a environ 63 millions d'années, quelques millions d'années après la dernière danse des dinosaures, les primates ont décidé qu'il était temps de se réunir en famille. Ils se sont divisés en deux groupes. Les haplorhiniens, qui sont devenus les petits et les grands singes que nous connaissons aujourd'hui, et les strepsirrhiniens, qui sont devenus les lémuriens et les aïe-aïe. La fête ne s'est pas arrêtée là. Il y a environ 58 millions d'années, les haplorhiniens ont entamé leur propre petite mission. Un invité spécial, le tarsier, a fait son entrée en scène. Avec ses grands yeux parfaits pour toutes sortes de manigances nocturnes. Le tarsier a choisi un chemin différent de celui de ses parents primates, embrassant sa niche unique et évoluant à l'écart.
Aujourd'hui encore, le tarsier est le seul primate à se nourrir exclusivement de viande. Ce petits bonshommes ont un goût prononcé pour les insectes, les petits oiseaux, les rongeurs et même les lézards. Mais ce n'est pas tout ce qui les rend uniques. Leurs yeux sont 2 fois plus grands que leur cerveau. Leur tête peut aussi effectuer une pirouette de 180 degrés, comme un hibou. Grâce à leurs caractéristiques, les tarsiers sont les véritables rois et reines de la nuit. Grâce à leur super pouvoir de repérage des ultrasons, ils peuvent détecter leur proie instantanément. De plus, leurs pattes et leurs pieds sont tels des ressorts, toujours prêts à les faire bondir. Ils possèdent un os spécial de la cheville, le tarse, qui leur permet d'effectuer des sauts de proportions épiques. D'où leur nom, si tu te posais la question. Mais laissons ces petites créatures se reposer et revenons à notre histoire. Il y a environ 55 millions d'années, la Terre a monté le thermostat, littéralement. Cette chaleur s'est avérée un peu trop difficile à supporter pour de nombreuses créatures et plantes des profondeurs de l'océan, et elles ont tiré leur révérence. Mais chaque fin est toujours le commencement d'autre chose, n'est-ce pas? Les mammifères océaniques connus sous le nom de cétacés y ont vu leur chance et l'ont saisi. Ils se sont engouffrés dans 16 niches vides et se sont rendus maîtres des mers. Dans cette catégorie de créatures, on retrouve la baleine bleue et le dauphin. Un primate particulier a fait son apparition il y a environ 47 millions d'années. Les scientifiques appellent aujourd'hui affectueusement le fossile de cette créature Ida. Cette petite merveille a fait sensation, car elle a d'abord été présentée comme le chaînon manquant de l'évolution humaine. Mais voici la partie la plus hilarante. Il s'est avéré qu'Ida ne faisait pas partie des haplorhiniens à nez sec, mais plutôt des strepsirhiniens à nez humide. Il y a 40 millions d'années, un autre événement majeur s'est produit dans le monde des primates. Les singes du Nouveau Monde, nos lointains cousins, ont décidé d'emprunter un chemin différent et de se détacher de notre lignée de singes de l'Ancien Monde. Ils ont pris leurs affaires et sont partis à la conquête de l'Amérique du Sud, où ils vivent encore aujourd'hui. Quelle est la différence entre les deux, me diras-tu? Eh bien, un élément crucial les distingue. Les singes de l'Ancien Monde avaient les narines orientées vers le bas. Il y a environ 25 millions d'années, une autre bande de singes est entrée en scène. Ceux-ci avaient une particularité, ils n'avaient pas de queue. Ces créatures uniques allaient redevenir nos plus proches parents. Il s'agit des singes et des grands singes, des mecs cool qui partagent avec nous un grand nombre de similitudes génétiques. Le premier singe à s'être libéré de cette folie simiesque est le gibbon. Il y a environ 18 millions d'années que ce petit acrobate a fait son entrée sur scène. Quelques millions d'années plus tard, les grands singes se sont également joints à eux. Les orang-outans auront été les pionniers, s'aventurant dans les régions sauvages du sud de l'Asie. Nous nous rapprochons de plus en plus du présent. Il y a 7 millions d'années, les grands singes ont pris un tournant significatif sur la route de l'évolution. L'une des voies menait à nos ancêtres, les futurs Homo sapiens, tandis que l'autre conduirait aux chimpanzés et aux bonobos. Ces 2 branches de primates sont restées soudées pendant quelques millions d'années avant de prendre des chemins différents. Il y a 5 ou 6 millions d'années, un singe a changé la donne. L'Ardipithèque a fait son entrée dans l'histoire de notre évolution. Il possédait un talent très particulier, la bipédie. En effet, il s'agissait là de l'un des premiers singes à marcher sur 2 pieds, ce qui a probablement suscité la plus grande circonspection de la part de 16 compagnons primates. Les véritables vedettes, cependant, sont arrivées il y a environ 4 millions d'années. C'est l'équipe des Australopithèques, les premiers membres de la sous-tribu des Hominina, notre tribu à nous. Qu'est-ce qui les rendait si spéciaux? Eh bien, probablement le fait qu'ils soient venus aussi bien équipés, d'outils en pierre, pour être précis. Il semble qu'à un moment donné de leur évolution, ces astucieux primates aient commencé à utiliser la pierre pour se faciliter la vie. Maintenant, voici un tournant crucial de notre lire d'histoire. Il y a environ 2 millions d'années, nos ancêtres ont été confrontés à une famine de grande ampleur. La survie du plus fort était alors le mot d'ordre, et 2 stratégies ont vu le jour. Le premier groupe a opté pour des mâchoires plus puissantes, ce qui lui a permis de mâcher des aliments coriaces comme les noix. Le second groupe a eu une toute autre idée. Il a opté pour des mâchoires plus faibles, mais des cerveaux plus gros. Il voulait avoir accès à une plus grande variété d'aliments. Évidemment, c'est le groupe au cerveau le plus développé qui l'a emporté. Et c'est là que notre équipe entre en jeu. Il y a environ 2,5 millions d'années, un type de primate surnommé l'homme habile a marqué l'histoire.
Ces créatures intelligentes avaient un plus gros cerveau et savaient comment utiliser ces neurones à bon escient. Puis, il y a environ 1,9 million d'années, une nouvelle étoile est apparue au firmament, l'Homo erectus. Ces créatures ne se contentèrent pas de marcher debout. Elles avaient aussi un cerveau presque 2 fois plus gros que celui de l'Homo habilis d'antan. Ils ont pris le monde par surprise, en devenant les premiers de nos ancêtres à s'aventurer hors du continent africain. Ils savaient même apprivoiser le feu. Il y a environ 700 000 ans, le monde a ensuite connu une révolution culinaire, lorsque les premières traces de cuisine sont apparues. Et il y a environ 500 000 ans, nos ancêtres ont décidé qu'il était temps de devenir esclaves de la mode en arborant les premières traces de vêtements. Notre propre espèce est née il y a seulement 300 000 ans. Je t'avais bien dit qu'on était à la traîne. Mais le monde n'a plus jamais été le même après l'apparition de l'Homo sapiens, l'homme moderne sur le plan anatomique. Aux côtés d'autres membres de notre famille, nous avons émergé, prêts à conquérir le monde avec nos esprits novateurs et nos sociétés complexes. Le cheminement exact de notre évolution reste un peu mystérieux. Mais ce dont nous sommes sûrs, c'est que les Néandertaliens se sont joints à la fête à un moment ou à un autre. L'essor de l'Homo sapiens s'est accompagné d'un développement des capacités linguistiques. Le langage moderne serait apparu presque en même temps que notre espèce. Nous avons commencé à nous exprimer, à partager des histoires et à façonner le monde avec nos mots. Et voilà le travail. Il aura fallu 13,8 milliards d'années d'histoire cosmique pour que les humains fassent leur entrée. Réfléchis-y. 99% du temps écoulé depuis le Big Bang, nous n'étions même pas là. Notre espèce, l'Homo sapiens, est la petite dernière de la famille Terre et n'existe que depuis une infime partie du temps alloué à l'univers. Pourtant, en un clin d'œil, nous avons réussi à démêler toute l'histoire qui nous a menés à notre propre existence. L'histoire ne s'arrêtera pas avec nous. C'est une saga en cours qui s'écrit à chaque instant. Attention, nous sommes sur le point de franchir une étape importante dans l'histoire de l'humanité. Des scientifiques affirment que les 2 prochains siècles seront décisifs pour nous. Resterons-nous à jamais une petite civilisation de type 0 ? Ou partirons-nous à l'assaut des étoiles comme des êtres de niveau supérieur ? Vous ne savez pas ce qu'est une civilisation de type 0, je vous explique. À mesure que notre espèce grandit et se perfectionne, nos besoins en énergie explosent. Et ce n'est pas seulement parce que nous utilisons des sèche-cheveux, mais parce que toutes nos machines ont besoin d'énergie. Nos moyens de transport, nos usines et nos outils de communication. L'échelle de Kardashev permet de mesurer le degré d'avancement d'une civilisation en fonction de la quantité d'énergie dont elle dispose. Selon la plupart des spécialistes, il existe 7 niveaux théoriques de civilisation. Je vous évite une recherche sur Google. On considère aujourd'hui que l'homme se situe à 0,72 sur cette échelle. On n'a même pas encore atteint le type 1. Cette échelle a été inventée par un dénommé Nikolai Kardashev en 1964. Il l'a créée pour nous permettre de rechercher des signes de vie grâce aux signaux émis dans l'espace. Son échelle comporte 3 niveaux principaux qui indiquent la quantité d'énergie à laquelle une civilisation dispose. Au fil des ans, d'autres scientifiques ont ajouté d'autres niveaux, encore plus avancés. Cette échelle ne renseigne pas seulement sur l'énergie, mais aussi sur le niveau de connaissance d'une civilisation. Une espèce est désignée comme étant de type 1 lorsqu'elle peut recueillir toute l'énergie d'une étoile proche pour alimenter sa planète. Cela signifie que nous devrions multiplier notre production par 100 000 pour atteindre ce statut. Certains scientifiques estiment que nous pourrions atteindre le type 1 d'ici 100 à 200 ans. Mais pour cela, il faudrait exploiter toute l'énergie de la planète. Ça paraît incroyable, mais comparé à ce que peuvent y faire les sociétés de rang supérieur, il ne s'agit que d'un niveau de contrôle élémentaire. Le niveau de civilisation suivant est appelé type 2. Ces civilisations contrôlent entièrement leur étoile et utilisent toute son énergie. Nous pourrions y parvenir un jour en construisant une sphère de Dyson. Je vous épargne les détails techniques. Il s'agit d'une sorte de boule géante qui tourne autour d'une étoile et collecte toute son énergie avant de la renvoyer vers sa planète d'origine. Avec une telle quantité d'énergie, rien ne peut détruire une civilisation.
Si nous passions au statut de type 2 et qu'un objet de la taille d'une lune se dirigeait vers la Terre, nous pourrions simplement le vaporiser ou l'envoyer vers Jupiter. Les civilisations de type 3 sont des experts en énergie et peuvent traverser la galaxie. Les humains qui évolueront vers ce type de civilisation seront très différents de nous. Ce seront des machines mi-biologiques, mi-robotiques. Et il est possible qu'ils nous méprisent. Je veux dire qu'il est peu probable que vous vous fassiez ami avec une personne de type 3. Il se peut aussi que ces humains possèdent des robots capables de se reproduire et de coloniser la galaxie. Mais leurs déplacements seront limités par les lois de la physique, du moins par celles que nous connaissons aujourd'hui. À moins qu'ils n'inventent un moyen de voyager plus vite que la lumière ou de se téléporter. Et on est encore très loin d'un tel avancement. Kardashev pensait qu'une civilisation de type 4 ne pouvait pas exister. C'est la raison pour laquelle son échelle s'arrête au type 3. Il pensait que ce type était la limite qu'une espèce pouvait atteindre. Certains sont d'accord avec lui, mais d'autres pensent qu'il pourrait y avoir des niveaux encore plus élevés. Les civilisations de type 4 et plus ont été théorisées par d'autres scientifiques. Une civilisation de type 4, par exemple, serait capable d'exploiter toute l'énergie de l'univers et même de vivre à l'intérieur de trous noirs. Leur technologie serait basée sur des lois que nous ne comprenons pas encore et que nous n'avons pas les moyens de découvrir à l'heure actuelle. Le type 5 est encore plus impressionnant. Il s'agit d'un niveau où les êtres ont le pouvoir de contrôler l'univers lui-même. Ils existeraient dans un monde aux multiples univers parallèles. Les humains sont très très loin de ce niveau. Mais si nous prenons soin de notre planète et de nos semblables, peut-être que nous l'atteindrons un jour. Ces civilisations auraient de la capacité de voyager d'un univers à un autre, et même d'en créer un, de toutes pièces. Elles contrôleraient la réalité, et leur population serait si nombreuse qu'elles seraient, en théorie du moins, indestructibles. Une civilisation de type 6 serait encore plus puissante. Elle aurait les moyens non seulement de créer et de traverser d'autres univers, mais aussi de contrôler les paramètres de base de ces mondes. Elle existerait dans un grand nombre d'univers différents en même temps et pourrait modifier toutes les lois de la physique que nous connaissons. Elle existerait au sein de plusieurs versions différentes de l'espace et du temps, avec des passés et des avenirs différents. Une civilisation de type 7 ou K7 est capable de voyager et de contrôler l'ensemble de l'omnivers. L'omnivers est un terme qui fait référence à tous les univers, toutes les dimensions et toutes les réalités qui existent. On pense que ce niveau de puissance serait le fait d'un individu plutôt que d'une civilisation. Cette dernière ayant alors fusionné en une seule entité omnisciente, puissante et omniprésente. Mais ralentissons un peu la cadence. Avant d'atteindre tous ces niveaux, il nous faut d'abord atteindre le niveau 1, n'est-ce pas? Qu'est-ce que cela implique? À l'heure actuelle, nous ne sommes pas assez avancés pour être considérés comme une civilisation de type 1, car nos sources d'énergie sont limitées. Bois, charbon et pétrole. Mais il existe de nombreuses autres sources que nous n'avons pas encore découvertes ou utilisées. Il nous faudrait recourir à des sources renouvelables, le vent, le soleil et l'eau, pour répondre à nos besoins. Cette énergie serait si accessible qu'on n'aurait même plus de facture d'électricité. Dans une telle civilisation, l'énergie serait aussi essentielle que l'air. Une stratégie consisterait à transformer les catastrophes naturelles en quelque chose de positif. Par exemple, nous pourrions utiliser les tsunamis pour produire de l'électricité. Ou laisser tomber nos chantiers classiques et utiliser les tremblements de terre pour modifier les sols. En contrôlant les sources d'énergie, nous pourrions également contrôler la météo. Par exemple, nous pourrions envoyer des nuages de pluie vers une région en proie à la sécheresse et aider les populations. Si nous passions un jour au niveau de type 1, nous pourrions peut-être équilibrer la quantité de carbone dans l'atmosphère et contrôler la température de notre planète. Ainsi, les catastrophes naturelles seraient plus faciles à prévoir et moins dévastatrices. En outre, nous serions en mesure de vivre dans des endroits que nous n'aurions jamais cru possibles, sous l'eau, au sommet des montagnes où il gèle, ou dans le désert.
Alors, sommes-nous encore loin de ce niveau? Une étude récente s'est penchée sur les différentes façons dont nous obtenons de l'énergie, notamment à partir de combustibles fossiles et de sources renouvelables. Le problème est que toute technique a ses limites. Par exemple, nous disposons d'un nombre limité de matières premières. Dans d'autres cas, les coûts d'exploitation sont trop élevés. Ces chercheurs ont donc adopté une approche prudente pour effectuer leurs calculs. Selon eux, nous pourrons atteindre un niveau d'énergie élevé, mais cela ne se produira pas avant l'année 2371. Ils se basent sur une théorie particulière d'avancement civilisationnel, mais nous pourrions y parvenir d'une autre manière. Et n'oublions pas non plus que la première règle pour devenir une civilisation avancée est de ne pas s'éteindre. Je sais, c'est une évidence. Mais dans notre quête pour exploiter toute l'énergie que notre planète a à offrir, nous devons aussi la protéger du mieux que nous le pouvons. Tant que nous n'aurons pas réussi à voyager aux confins de l'univers, la Terre restera le seul endroit où nous sommes chez nous. Vous vous promenez dans la rue. Vous apercevez une boutique d'antiquités au l'aspect étrange et appelée « Les trésors intemporels de Monsieur Sympa ». Vous êtes curieux, alors vous y entrez. Vous regardez toutes ces choses bizarres. Soudain, un vieux rouleau de parchemin attire votre attention. C'est une carte du monde. Mais quelque chose ne va pas. Au lieu de montrer les pays tels que vous les connaissez, elle indique l'emplacement de civilisations mythiques perdues et de leur monde. Monsieur Sympa, le propriétaire de la boutique, arrive à vos côtés après avoir réalisé votre trouble. Cette carte ne vous permettra sûrement pas de retrouver ces lieux, mais je peux vous raconter les légendes qui les entourent si vous le souhaitez, déclare-t-il. Permettez-moi de commencer par l'Atlantide. Vous pourriez la connaître comme étant le royaume sous-marin d'Aquaman, mais en réalité, l'île fictive de l'Atlantide a été introduite pour la première fois dans 2 des œuvres de Platon. D'après lui, Atlantis était une civilisation hautement avancée et qui aurait existé environ 9000 ans avant son propre temps. Son histoire aurait été transmise par les poètes, philosophes et autres dramaturges. Platon a écrit au sujet de l'Atlantide et de ses habitants, afin d'illustrer une morale, et pour mettre en garde contre les dangers de l'arrogance ainsi que la chute inévitable de ceux qui cherchent à accumuler trop de pouvoir. Dans ces dialogues, Platon décrivait l'Atlantide comme un grand et puissant empire, craint et respecté dans toutes les parties du monde. Elle avait été fondée par des êtres qui étaient mi-humains et mi-divins, et elle est très rapidement devenue une puissance navale de premier ordre. L'île regorgeant d'or, d'argent et d'autres métaux précieux, cela a très certainement aidé leur cause. Mais en plus de cela, elle était également connue pour son architecture, à couper le souffle, et sa technologie à nul autre égale, ainsi que pour ses innombrables animaux rares et exotiques. Les Atlantes étaient fiers de leurs prodigieux accomplissements et de la perfection atteinte par leur civilisation. Mais cet excès d'orgueil allait causer leur perte. Ils se pensaient tellement supérieurs qu'ils auraient pu prendre le contrôle de n'importe quelle nation. Cela les a amenés à conduire une série d'invasions. Ils ont ainsi conquis de nombreuses terres de la Méditerranée. Mais lorsque le moment est venu d'entrer dans Athènes, les Athéniens les ont repoussés avec une force extraordinaire, de sorte que les Atlantes ont finalement été défaits. Platon affirmait que les dieux se sont alors mis en colère contre les Atlantes en raison de leur méchanceté, de leur cupidité et de leur manque de morale, si bien qu'elles les ont punis en déclenchant des tremblements de terre qui ont fait sombrer l'Atlantide sous les flots. Bien que les premières traces écrites de l'Atlantide soient les œuvres de Platon, certaines personnes croient toujours que son histoire est basée sur des faits concrets et ont essayé d'identifier l'île de l'Atlantide sur la base de pays réels. Certains ont suggéré qu'elle aurait pu être située en Méditerranée, près des côtes espagnoles ou italiennes. D'autres encore pensaient qu'elle aurait pu se trouver dans les Caraïbes, au large de l'Amérique centrale ou de l'Amérique du Sud. Mais il n'existait aucune preuve tangible permettant d'étayer ces affirmations. Une théorie en particulier a semblé plus plausible que toutes les autres. Située dans la mer Égée, l'île de Santorini était le foyer d'une culture minoenne très avancée. Cependant, en raison d'une énorme éruption volcanique, cette société avait été détruite il y a environ 3600 ans, provoquant la disparition soudaine de la civilisation minoenne. Ce similitude entre les Atlantes fictifs et les Minoens historiques ont fait de Santorin la parfaite candidate pour toutes ces spéculations. Pourtant, quelques incohérences majeures persistaient, comme le fait que le moment où Platon replace la destruction de l'Atlantide ne coïncide pas du tout avec celui de l'éruption de Santorin. Ainsi,
l'Atlantide continue de n'être considérée comme rien de plus qu'une légende populaire dans le monde scientifique. Progressons maintenant sur la carte en direction du Septentrion, poursuit Monsieur Sympa. Selon la mythologie celtique bretonne, il existait autrefois une ville magnifique appelée Oise, également connue sous le nom de Caerhys, et qui surplombait la fameuse baie de Douarnenez en Bretagne. Elle aurait été la cité la plus prospère de tout l'Atlantique. Elle était surtout célèbre pour ses jardins somptueux et ses majestueux édifices. Et tous ses sujets y vivaient heureux et jouissaient du plus grand confort. Dahut, qui était la fille du roi Gradelon dans les légendes et la littérature bretonne, nourrissait un amour profond pour l'océan. Elle avait supplié son père de construire une ville au bord de la mer, et c'est ainsi que la ville d'Ys avait été fondée. Elle était bien loin de se douter qu'elle se rendrait responsable de la destruction du cadeau tant chéri que lui avait fait son père. Car voyez-vous, comme la ville était entourée par les flots, il fallait bien qu'elle soit protégée par une digue, flanquée de nombreuses écluses, et ses portes ne pouvaient être ouvertes qu'à marée basse. Et le seul à posséder les clés de ces portes n'était autre que le roi lui-même. Un jour, un beau chevalier vêtu de rouge parvint à la ville, mais ne put en franchir les portes. La princesse Dahut était tant éprise de lui qu'elle voulut le laisser entrer. Elle n'ignorait pas que son père était le gardien de l'unique clé de la ville. Alors elle se faufila dans sa chambre pour la lui dérober. Puis elle la confia à son beau chevalier, afin qu'il puisse pénétrer dans la cité et que tous deux puissent enfin naître ensemble. Cependant, le chevalier rouge s'avéra être le diable en personne, et il laissa intentionnellement la porte ouverte face à la mer déchaînée. Les vagues eurent tôt fait d'engloutir tout Caerhys. Le roi Gradlon parvint à s'échapper sur son cheval magique, mais pas sa fille. Elle fut transformée en une sirène maléfique, condamnée à attirer les marins vers leur perte. Aujourd'hui, si vous vous rendez à Quimper, en Bretagne, vous pouvez y trouver la statue du roi Gradlon chevauchant son destrier. Bien que la ville d'Ys ne soit qu'une légende, certains habitants de la côte bretonne racontent que les jours où les eaux sont calmes, vous pouvez encore entendre le carillon des cloches de la ville profondément sous la mer, si vous tendez l'oreille. Monsieur Sympa pointe ensuite l'océan Indien sur la carte et dit « Maintenant, avez-vous déjà entendu parler du continent perdu de Lémurie ?» Au milieu du XIXe siècle, quelques savants ont suggéré qu'il existait autrefois un continent dans l'océan Indien, quelque part près du sud de l'actuel Sri Lanka. Le premier à populariser cette théorie aura été l'avocat britannique et zoologiste Philip Lutley Sclater. Dans son article « Les mammifères de Madagascar », il a prétendu avoir retrouvé des fossiles de lémurs en Inde plutôt qu'en Afrique. Cependant, cette découverte était proprement bouleversante pour lui, eu égard au fait que la terre d'origine des lémurs, Madagascar, se trouvait beaucoup plus proche de l'Afrique. Il a donc avancé que tout cela n'était possible que si un continent plus grand avait un jour connecté les deux. Il a suggéré que ce continent avait dû finalement sombrer au fond de l'océan. Il l'a ensuite baptisé la Lémurie, et ainsi est née cette théorie. Les chercheurs qui ont succédé à Sclater ont poussé sa théorie un peu plus loin, en avançant que la Lémurie aurait aussi été le foyer d'une race éteinte d'humains, appelés les Lémuriens, lesquels avaient 4 bras et d'énormes corps, et étaient également les ancêtres des humains modernes, ainsi que des petits lémurs contemporains. Bien entendu, au fur et à mesure que de nouvelles découvertes scientifiques ont été faites sur la tectonique des plaques, l'évolution des espèces et l'étude de l'ADN, les théories concernant le continent fictif de Lémurie ont été réfutées. La dernière terre de légende sur notre carte est Agartha, annonce Monsieur Sympa. Prenant ses racines dans le mysticisme oriental, une légende raconte qu'il existerait un royaume répondant au nom d'Agartha, et qui se trouverait profondément enfoui sous la surface de la Terre. C'est là que les 4 coins du monde seraient reliés par des chemins et des tunnels. On murmure qu'il existerait une entrée secrète vers Agartha, cachée dans le désert de Gobi, et qu'elle aurait été construite par les Agarthiens eux-mêmes en utilisant une technologie si avancée qu'elle ne pourrait pas être détectée par nous autres, les gens de la surface. Selon certaines croyances, Agartha existerait pour contrebalancer l'énergie du monde du dessus. Alors que nous vivons dans un état de précipitation et d'émotions exacerbées, ce monde sous nos pieds en serait l'exact opposé. D'aucuns affirment même que ceux qui ont échappé à la destruction de l'Atlantide se seraient réfugiés ici pour continuer leur vie au cœur de la Terre. Et pourtant, d'autres pensent qu'il s'agirait en réalité d'une contrée grouillante de toutes sortes de monstres.
Mais il n'y a pas lieu d'avoir peur, puisque la science moderne a prouvé que le noyau terrestre était tout sauf creux, mais plutôt une boule de fer solide surchauffée. Vous pouvez donc d'ores et déjà annuler vos projets de voyage vers le centre de la Terre. Merci, monsieur Sympa. Les chercheurs ont mis au jour d'anciens artefacts tout près de la sépulture de Toutankhamon. Il s'avère que ce lieu de repos, supposément réservé à l'élite, s'apparente plus à une nécropole commune, abritant une douzaine de cercueils en bois datant d'environ 3600 ans. D'accord, j'ai peut-être un peu exagéré. Ces 11 tombes ne se trouvaient là pas exactement à côté de celles de Toutankhamon, mais relativement proches, aux abords de la ville de Luxor. Les découvertes récentes dans les sépultures égyptiennes apportent de précieuses indications sur la vie quotidienne dans l'Égypte antique, et contre toute attente, il apparaît que les Égyptiens partagèrent de nombreuses similitudes avec nos civilisations modernes. Les femmes arborent ainsi des parures depuis la nuit des temps, et les archéologues ont exhumé un collier d'une remarquable finesse, composé de 30 perles d'améthyste et de 2 perles d'agate, ainsi qu'un pendentif en forme de tête d'hippopotame, probablement très prisé à l'époque. Les chercheurs ont également découvert 2 miroirs en cuivre, l'un doté d'un manche sculpté en forme de lotus, l'autre orné de la déesse Hathor, associée au ciel, à la féminité, à la fertilité et à l'amour. Ces fouilles récentes aux abords du tombeau de Toutankhamon ont révélé une découverte saisissante. Pour la première fois depuis des millénaires, des vestiges du temple funéraire de la reine Hatshepsut ont été mis au jour. Essayez donc de le répéter rapidement 10 fois. Finalement, oubliée. Considérée comme la 2e femme à avoir régné en tant que pharaon, cette souveraine exerça son pouvoir avec courage et sagesse, laissant un héritage aussi durable que la pierre. Son temple, enfoui durant des siècles, constitue désormais une fenêtre précieuse sur une époque marquée par les intrigues et la ferveur spirituelle. Les archéologues ont exhumé plus de 1000 blocs de pierre richement ornés en périphérie du temple funéraire d'Hatshepsut. Peu de femmes réussirent à accéder au trône dans l'Égypte antique. À proximité, une autre tombe a été découverte. Elle appartenait à Djeoutimès, intendant du palais de la reine Tétichéri. La reine Hatshepsut semble avoir bien plus de tombes, ou plutôt d'atouts, cachés dans sa manche. Contrairement aux pyramides, ces tombes ont été directement creusées dans la roche, illustrant une approche singulière de la préservation de l'âme dans l'au-delà. Les fouilles ont permis d'exhumer plusieurs objets anciens fascinants. Des jouets en argile, des masques de momies, des scarabées ailés et quelques amulettes. Malheureusement, il est probable que bien d'autres artefacts aient disparu au fil des siècles, car des visiteurs moins scrupuleux que les archéologues ont exploré le site avant eux. Il y a fort à parier que des pillards aient mis la main sur certaines pièces de grande valeur. Pourtant, ils ont laissé derrière eux quelques vestiges intéressants pour les chercheurs, notamment des poteries destinées aux offrandes de pain et de viande, ainsi que des arcs, suggérant un lien entre les propriétaires de ces tombes et l'armée égyptienne. En parlant de protection de l'âme, elle est bien plus essentielle qu'on ne pourrait le croire, surtout lorsqu'on se promène aux abords de Luxor à la recherche de secrets enfouis. Vous n'êtes pas du genre à craindre la malédiction de Toutankhamon, n'est-ce pas? Laissez-moi vous raconter ce qui est arrivé à ceux qui l'ont bravé, mais n'allez pas tout prendre au pied de la lettre. Pendant des années, certains égyptologues, en particulier ceux qui prêtaient foi au paranormal, ont été convaincus qu'une malédiction pesait sur les découvertes liées à Toutankhamon. Cette croyance prenait racine dans la mort brutale et inexpliquée de plusieurs membres de l'équipe ayant exhumé son tombeau en 1922. Puisqu'aucune explication scientifique évidente ne justifiait ces décès, il était plus simple de les attribuer à une force surnaturelle et d'éviter de se poser davantage de questions. Or, il semble que cette fameuse malédiction ne soit qu'un mythe. En réalité, ces décès pourraient être liés à l'exposition à des radiations mortelles. Mais d'où provenaient-elles? Après tout, si la radioactivité fut découverte au XIXe siècle, il est difficile d'imaginer que les anciens Égyptiens aient eu accès à du radium pour illuminer le tombeau de Toutankhamon d'une lueur inquiétante. Alors, quelle est la véritable explication? Il se pourrait que des déchets toxiques soient à l'origine de ces morts mystérieuses. Des niveaux élevés de radiation issus de l'uranium et d'autres substances dangereuses auraient été piégés dans le tombeau depuis plus de 3000 ans. D'ailleurs, il se murmure que la chambre funéraire de Toutankhamon contiendrait encore aujourd'hui des taux de radiation si élevés que toute personne y pénétrant risquerait de développer une maladie incurable due à tant d'exposition. Et si cela vous semble exagéré, dites-vous que vous pourriez frôler un niveau de contamination similaire si vous laissez moisir des restes de nourriture au fond de votre frigo pendant un mois.
Toutefois, cette radioactivité ne se limite pas au tombeau de Toutankhamon. La recherche d'artefacts égyptiens est proprement fascinante mais tout aussi périlleuse. De nombreuses tombes de l'Ancien Empire affichent des niveaux de radiation anormalement élevés. Les compteurs Geiger ont détecté des radiations sur 2 sites proches des pyramides de Gizeh, et du radon, un gaz radioactif, a été relevé dans plusieurs tombes souterraines de Saqqara. Il est probable que les bâtisseurs de ces sépultures aient eu conscience de ces toxines. Des avertissements gravés sur les murs mettent en garde contre une mort inévitable pour quiconque ose profaner ces lieux. L'une des inscriptions prévient « Quiconque violera ce tombeau périra d'un mal qu'aucun médecin ne saura comprendre ». D'autres formules évoquant l'interdit causé par des esprits maléfiques ont sans doute renforcé la peur de ces malédictions antiques. Depuis toujours, ces avertissements intriguaient les archéologues. Mais un événement survenu il y a un siècle a ravivé la crainte des malédictions. En 1922, peu après l'ouverture du tombeau de Toutankhamon, Lord Carnarvon, qui avait financé l'expédition, mourut dans des circonstances mystérieuses, de même que de nombreuses personnes ayant exploré la tombe. Arthur Weigel, un égyptologue britannique présent lors de l'ouverture du tombeau, est d'ailleurs considéré comme l'un des artisans du mythe de la malédiction. Ironie du sort, il mourut prématurément en 1934, alors qu'il n'avait qu'une cinquantaine d'années. Certains avancent que son décès pourrait être lié à une exposition prolongée aux radiations. Sur les 26 personnes présentes lors de l'ouverture, 6 périrent dans les 10 années suivantes. Toutefois, ces disparitions ne sont pas toutes imputables aux rayons X. Les causes variaient: asphyxie, AVC, insuffisance cardiaque, pneumonie et même empoisonnement. Sinistre, n'est-ce pas? Pourtant, un homme semble avoir échappé à cette prétendue malédiction. Howard Carter, l'archéologue qui dirigeait les fouilles. Pour certains, sa survie prouvait que cette légende n'était qu'un mythe. Après sa découverte, Carter publia plusieurs ouvrages avant d'abandonner progressivement l'archéologie pour le commerce d'antiquités destinées aux musées. Toutefois, certains pensent que la malédiction l'a frappé d'une autre manière. Une rumeur persistante le lie à Evelyn, la fille de Lord Carnarvon. On raconte qu'il l'aimait éperdument, mais qu'elle épousa un autre homme. Désespéré, il aurait choisi de rester célibataire jusqu'à la fin de sa vie. Une autre forme de malédiction, plus subtile, mais tout aussi cruelle. D'autres ont affirmé qu'ils avaient eu une liaison durant son séjour en Égypte, mais que tout s'était terminé avec la mort de son père et son départ définitif du pays. Néanmoins, ces récits manquent de preuves. Evelyn n'avait que 6 ans lorsqu'ils se sont rencontrés, et leur relation est restée cordiale jusqu'à la fin. Présente à ses funérailles, elle faisait partie des rares invités, mais elle a nié toute romance, affirmant qu'ils n'étaient pas si intimes. 1 an après la découverte de la tombe de Toutankhamon, Evelyn épousa le politicien Sir Brograve Beauchamp et eut une fille. Cette même année, Beauchamp visita la sépulture avec ses parents, sous la conduite de Carter. Ce dernier ne se maria jamais, et, hormis ses spéculations posthumes autour d'Evelyn, aucune autre relation amoureuse ne lui fut attribuée. Si la légende de la malédiction ajoute une touche intrigante à son histoire, son tempérament distant vis-à-vis des relations était déjà évident bien avant l'ouverture du tombeau. Carter n'était tout simplement pas quelqu'un de sociable. En 1939, après un long combat contre la maladie, il finit par succomber. Il avait 64 ans, une espérance de vie tout à fait ordinaire au Royaume-Uni à cette époque, si bien que personne ne jugea sa mort suspecte ni ne l'associa à une quelconque malédiction. À son décès, on découvrit que plusieurs artefacts du tombeau de Toutankhamon étaient en sa possession, dans son appartement londonien. Ceux-ci furent finalement restitués à l'Égypte, événement que certains interprétèrent comme la conclusion de la malédiction. Peut-être que s'il n'avait pas conservé ses souvenirs chez lui, il aurait vécu bien plus longtemps. Quant aux autres décès, ils conservent une part de mystère. La théorie de la malédiction a sans doute été renforcée par des événements troublants survenus lors des fouilles. Carnarvon développa une grave infection après une simple piqûre de moustique. Et au moment de l'ouverture du tombeau, le Caire connut une panne de courant inexplicable suivie d'une tempête de sable. En Angleterre, le chien de Lord Carnarvon, Suzy, s'échappa de la demeure et se mit à aboyer frénétiquement, sans raison apparente, du moins si l'on en croit les témoins. Plus étrange encore, au moment exact où son maître rendit son dernier soupir, l'animal poussa un hurlement avant de s'effondrer, inerte. Peut-être que les radiations n'ont finalement joué aucun rôle et que les anciens artefacts du tombeau de Toutankhamon étaient réellement porteurs d'une malédiction. Troublant, n'est-ce pas? Lorsqu'on entend le mot « momie », ça donne parfois froid dans le dos. En effet, la plupart d'entre nous associent ce mot à ces personnages effrayants que nous avons vus dans des films d'horreur.
En réalité, les momies nous ont permis de comprendre beaucoup de choses sur les civilisations anciennes, sur ceux qui les gouvernaient, et sur la façon dont les gens vivaient la perte de leurs proches. Les Égyptiens de l'Antiquité, qui croyaient qu'une certaine forme d'existence après la mort était possible si certaines conditions étaient respectées, sont le peuple le plus connu au monde pour ses momies. Ceux-ci préservaient effectivement les corps humains par le biais du processus de momification et plaçaient les momies dans des tombeaux équipés, un peu comme s'il s'agissait d'appartements. Pourquoi ce peuple y croyait-il? Eh bien, parce que la plupart étaient profondément liés à leur environnement naturel. Les Égyptiens étaient pleinement conscients des cycles naturels autour d'eux, comme le lever du soleil chaque jour ou de la lune la nuit, mais aussi de la façon dont la vie renaissait des plantes dans un cycle perpétuel, même à voir faner. Ils croyaient également que le puissant esprit Osiris, qui représentait le cycle de la disparition et de la résurrection, jouait un rôle dans ce processus. Pour se préparer à l'au-delà, les Égyptiens de l'Antiquité suivaient certains rituels, comme la momification, qui consistait à utiliser des éléments aussi variés que le miel, les résines, ou encore l'encens pour préserver les corps. Aucune momie n'est plus célèbre que celle du roi Tut, Toutankhamon. Ce jeune pharaon régna sur l'Égypte il y a plus de 3000 ans. Un problème majeur lors de la découverte des tombes royales, et que la plupart ont déjà été pillées au moment où on les retrouve. Le peuple savait que les souverains laissaient de nombreux objets de valeur à leur côté après leur mort, ce qui rendait ces lieux de sépulture vulnérables face aux voleurs. Étonnamment, lorsque la tombe du roi Tut fut ouverte en 1922, les gens se réjouirent, car elle n'avait pas été volée à l'instar de beaucoup d'autres tombes royales. C'est dire à quel point elle était bien cachée. À l'intérieur, sa momie était enfermée dans 3 cercueils au total, dont un en or. Les objets trouvés dans sa tombe furent très révélateurs de ce qu'était l'Égypte antique. L'étude de sa momie nous a également permis d'en savoir plus sur la culture et les pratiques en vigueur à l'époque où il est décédé. Enfin, les recherches liées à son ADN nous ont conduit à obtenir des informations sur sa famille. En outre, les scientifiques purent découvrir qu'il avait, par exemple, souffert de la maladie appelée le paludisme, et d'un problème au pied susceptible de l'avoir gêné lorsqu'il marchait. Ramsès II est un autre pharaon égyptien qui a régné pendant 68 ans, ce qui n'était pas rien à l'époque. Il est connu pour ses campagnes militaires d'expansion et ses réalisations architecturales. De nombreuses preuves datant de son règne existent encore aujourd'hui, notamment une grande statue à son effigie. Ramsès II mesurait environ 1,80 m et a vécu jusqu'à l'âge de 90 ans. Après avoir examiné sa momie, les scientifiques conclurent qu'il souffrait peut-être d'une maladie affectant sa colonne vertébrale. Vous vous souvenez des voleurs que j'ai évoqués plus haut? C'est probablement à cause de ces derniers que Ramsès II termina dans le cercueil ordinaire d'une collection secrète de momies royales à Deir el-Bahari, qui a été redécouverte en 1881. Heureusement, les archéologues purent l'identifier, car ses voyages avaient été consignés sur ce qui l'enveloppait. Le processus de momification était très fastidieux. En effet, dans l'Égypte antique, la momification pouvait durer jusqu'à 70 jours. Une personne dédiée prononçait un discours très spécifique tout en manipulant délicatement le corps et en le séchant à l'aide d'une sorte de sel appelé natron. On utilisait également du lin et de la résine pour que le corps paraisse plus vivant et pour l'envelopper dans un tissu. La tombe était tout aussi importante que la momification pour les Égyptiens de l'Antiquité. Les parois de la tombe du roi Tut, par exemple, étaient ornées d'œuvres d'art complexes représentant son voyage dans l'au-delà, depuis sa procession funéraire jusqu'à son passage aux enfers. Les Égyptiens antiques pensaient que tout le monde faisait ce voyage après sa mort et remplissaient donc les tombes d'objets et de peintures pour aider les défunts au cours de leur voyage spirituel. En outre, les murs de la tombe étaient décorés de formules tirées d'un livre spécial qui contenait une série de poèmes dont les Égyptiens pensaient qu'ils aideraient les gens à atteindre l'au-delà. Fait soulignant l'importance de ce voyage, les gens plaçaient même de la nourriture dans ces tombes antiques. Dans la tombe du roi Tut, les archéologues découvrirent 36 jarres de boissons antiques et 8 paniers de fruits, déposés là pour l'aider dans son voyage vers l'au-delà. Les Égyptiens pensaient que le voyage vers l'au-delà prenait beaucoup de temps et laissaient donc des provisions conséquentes pour soutenir leurs proches. Les pharaons possédaient généralement de nombreux vêtements luxueux et de beaux bijoux dans leurs tombes afin de s'assurer que leur tenue serait à la hauteur de leur statut lors de leur voyage.
On a retrouvé des vêtements en lin, tels que des tuniques, des écharpes, des gants et des coiffes. De nombreux bijoux en or ornés de pierres précieuses, des bracelets aux boucles d'oreilles, en passant par des colliers et des bagues, mais aussi des représentations d'insectes censés les protéger. Certaines tombes contenaient même des éventails en ivoire et en plumes d'autruche pour les garder au frais dans l'au-delà. Aussi fou que ça puisse paraître, certains souverains de l'Antiquité furent placés dans leurs appartements éternels avec des bateaux. Par exemple, le pharaon Khufu fit construire la grande pyramide de Gizeh pour en faire son tombeau, et un grand bateau fut retrouvé à l'intérieur. Le roi Tut, quant à lui, fut enterré avec plusieurs pagis de bateaux, mais pas de bateau à proprement parler. À la place, il avait 3 chars et de nombreux bâtons de marche en matériaux précieux, ce qui indique peut-être qu'il souhaitait se rendre dans l'au-delà par la terre et non par l'eau. Parmi les objets les plus intéressants trouvés près des momies antiques, on trouve des flacons d'huile et de parfums. Si les souverains étaient censés toujours être à la dernière mode, pourquoi ne pas sentir bon par la même occasion, n'est-ce pas? Certains d'entre eux possédaient également des jeux de société, la plupart fabriqués dans des matériaux précieux, comme l'or ou l'ivoire. L'un de ces jeux, le Senet, était très populaire en Égypte antique et ressemblait beaucoup aux échecs modernes. Les Égyptiens de l'Antiquité ont peut-être les momies les plus célèbres, mais ce ne sont pas ceux qui inventèrent la momification. En réalité, tout commença en Amérique du Sud, avec un peuple ancien appelé Chinchorro. D'après ce que nous savons aujourd'hui, ce peuple fut le premier à momifier ses proches défunts et suivit cette tradition pendant environ 2000 ans avant que les Égyptiens ne commencent leur propre rituel. Certes, l'étude de ces momies permet d'en apprendre beaucoup sur les souverains de l'Antiquité, mais jusqu'à récemment, nous n'avions encore aucune idée de ce à quoi les défunts ressemblaient vraiment de leur vivant. Cependant, il n'y a pas si longtemps que cela, des peintures de momies très particulières furent découvertes par des archéologues qui étudiaient des objets égyptiens antiques. Ces portraits de momies sont des peintures très détaillées d'individus réalisés de leur vivant. Ils étaient souvent peints sur du bois, contrairement aux portraits sur toile classiques que nous connaissons tous. Ces portraits sont appréciés pour leur réalisme et leur beauté, et ont même été utilisés par des chercheurs pour diagnostiquer des maladies en les comparant aux momies correspondantes. Certains de ces portraits comportent également des représentations de bijoux, qui ont été retrouvés plus tard sur les momies. La découverte récente de ces portraits de momies en Égypte centrale revêt une grande importance, car c'est la première fois depuis plus d'1 siècle que de telles peintures sont retrouvées. Les momies sont apparues partout dans le monde de manière naturelle. En effet, la momification peut se produire sans que l'homme n'intervienne, en raison de conditions naturelles. Par exemple, des environnements extrêmement froids ou chauds, des endroits où l'oxygène manque, ou une exposition accidentelle à des produits chimiques qui préservent le corps. Les conditions que je viens de citer ne permettent pas aux bactéries de se développer, ce qui fait que le corps reste plus ou moins intact. Le célèbre Otzi est l'une de ces momies. Nous savons aujourd'hui qu'il s'agissait d'un homme ayant vécu il y a environ 5000 ans en Europe, mais lors de sa découverte dans les Alpes en 1991, les autorités autrichiennes crurent d'abord qu'il s'agissait d'un alpiniste moderne en raison de la bonne conservation du corps. Cependant, après avoir retiré l'homme des glaces du glacier, il fut établi qu'il datait en fait de l'âge du cuivre. Contrairement à de nombreux autres sites funéraires de l'Égypte ancienne, la tombe du roi Toutankhamon est restée cachée, à l'abri des voleurs, pendant près de 3000 ans. L'une des raisons était que cette tombe était plus petite que la moyenne, et qu'elle était dissimulée dans le site de la vallée des rois. Cette région était déjà abondamment explorée au moment où l'on est tombé par hasard sur l'emplacement de la tombe du pharaon. L'entrée était complètement ensevelie sous les débris provenant de la construction d'une tombe voisine, ce qui a dû également aider à préserver son secret. Il n'y avait pas non plus la moindre inscription à l'extérieur de la tombe. Le passage du temps aura également joué un rôle dans son remarquable état de préservation jusque dans les années 20, lorsqu'un dénommé Howard Carter y est finalement parvenu. Mais Carter était-il un héros pour autant? Des découvertes récentes suggèrent qu'il aurait pu être moins honnête qu'on a pu le penser. Carter n'était pas seulement considéré comme un chasseur de trésors renommé, c'était un véritable archéologue. Il s'était, bien avant Toutankhamon, plongé dans la quête d'artefacts égyptiens. Il avait découvert son intérêt pour ces objets insolites dès l'enfance et avait rapidement commencé à reproduire les sculptures et les inscriptions découvertes dans les tombes anciennes. Après avoir découvert les restes du roi Toutankhamon, Carter aura passé près d'1 décennie à traiter et consigner toutes sortes d'objets, comme des trônes en or, des chars
et des statues provenant de la tombe, les expédiant le long du Nil vers le musée égyptien du Caire. Du moins, c'était là l'histoire officielle. Des découvertes plus récentes affirment que tous ces objets n'auraient même pas été remis aux officiels égyptiens. Une lettre retrouvée semble révéler ce qui fut la politique de Carter. 10 pour eux et 1 pour moi. Et 1. La lettre en question avait été envoyée à Sir Alan Gardiner, philologue et ami de Carter, et datait de 1922. Dans ses écrits, Carter mentionnait avoir découvert la tombe et demandait à son ami quelques conseils. Dans une autre lettre de 1934, Gardiner semblait remercier Carter pour un amulette qui lui aurait été envoyé comme cadeau de remerciement. Carter insistait sur le fait qu'elle ne provenait pas de la tombe de Toutankhamon, mais manifestement, c'est bien de là que venait. Le directeur britannique du musée égyptien était lui-même au courant des manigances de Carter, mais ne pouvait pas les prouver. Il a comparé l'amulette de Gardiner avec d'autres qui provenaient de la tombe de Toutankhamon, et aux surprises, elles se ressemblaient à s'y méprendre. Gardiner était tellement embarrassé d'avoir été mis dans une situation si délicate qu'il s'est plaint à Carter dans une autre lettre. En bon ami, Gardiner a préféré ne pas jeter l'opprobre sur le célèbre archéologue. À la place, il a conseillé à Carter de restituer ses objets volés au Caire, tout comme il vous conseillerait de donner un coup de pouce cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos incroyables sur les secrets les plus pharaoniques de l'histoire. Ce n'est pas le seul élément louche concernant le comportement de Carter après la découverte. En 1947, un dénommé Alfred Luca, qui avait travaillé aux côtés de l'archéologue controversé, a livré des informations dans une obscure revue Kerot. Il affirmait que Carter avait discrètement forcé la porte de la chambre funéraire par lui-même. Après quoi, il l'avait refermée comme si de rien n'était avant d'officialiser la découverte. Pourquoi aurait-il fait cela? Eh bien, la même théorie suggère que Carter et son équipe auraient pu pénétrer dans la tombe plus tôt afin de faire main basse sur quelques trésors anciens. Bien entendu, ces gens ne pouvaient pas risquer de revendre de tels objets de leur vivant, mais s'assureraient qu'ils soient vendus aux enchères après leur décès. Carter n'a cependant jamais rien avoué. Il n'a pas émis de démenti officiel non plus. Mais le gouvernement égyptien ne pouvait pas risquer d'autres disparitions inexpliquées. On lui a donc interdit l'accès à la tombe pendant un certain temps. Certains ont associé ces disparitions à la malédiction du roi Toutankhamon. Si vous n'en avez jamais entendu parler, sachez que cette histoire effrayante a passionné les foules peu après la découverte de la sépulture du pharaon. On prétendait que quiconque interférait avec la tombe du jeune roi serait poursuivi par la malédiction. Ce n'est pas aussi spectaculaire qu'une momie se lançant après vous, mais il se murmure que tous ceux qui ont perturbé la demeure de Toutankhamon ont rencontré des fins aussi mystérieuses que prématurées. Le décès le plus remarquable lié à cette prétendue malédiction est celui de George Herbert, le 5e comte de Carnarvon. C'est cet aristocrate britannique qui avait financé la quête de cette tombe, et il est décédé juste un an après l'ouverture du caveau. Aujourd'hui, les gens aiment y voir un grand mystère. Mais il se trouve qu'Herbert était déjà en très mauvaise santé lorsqu'il est parvenu au Caire et qu'il a fini par succomber à une maladie commune. Maintenant, parlons chiffres. Beaucoup de monde s'est trouvé lié à l'ouverture de ce tombeau. Des gardes de sécurité, des archéologues et quantité d'ouvriers. Et certes, quelques-uns d'entre eux sont morts peu après que le tombeau a commencé à recevoir des visiteurs. Mais aussi attrayante que soit cette malédiction dans notre récit, statistiquement, si vous avez un groupe de personnes impliquées dans l'ouverture d'une tombe, vous devriez vous attendre à quelques décès, simplement du fait du hasard. La durée de vie moyenne de tous ceux qui auraient été frappés par l'ancienne malédiction était de plus de 20 ans après que le sort se soit abattu sur eux. La fille d'Herbert a même vécu jusque dans les années 80, soit 50 ans plus tard. Et Howard Carter lui-même a vécu jusqu'en 1939, soit 16 ans après la grande découverte. Certains ont suggéré que toute cette malédiction n'était rien de plus qu'une stratégie de communication soigneusement élaborée. Lorsque la tombe de Toutankhamon a été découverte, Howard Carter était soucieux d'en tenir les journalistes à l'écart. Ainsi, il aurait pu inventer une malédiction pesant sur quiconque se serait approché de la sépulture du jeune roi. Mais qu'a-t-on bien pu dérober dans la tombe de Toutankhamon? Eh bien, pour commencer, quelques bijoux. Ils pourraient avoir été volés par Howard Carter lui-même, selon un spécialiste français, qui a mené une recherche approfondie en examinant de vieilles photos prises à l'intérieur de la tombe dans les années 20. Il a comparé ces images à celles de divers objets provenant de musées et de ventes aux enchères.
et il s'est rapidement mis à retracer l'itinéraire de certains des bijoux de Toutankhamon. Tout d'abord, il y a ce collier, qui ornait autrefois la poitrine du pharaon. Il était brisé en plusieurs morceaux, et certaines parties ont été envoyées via Carter au musée Nelson Atkins du Missouri. Pendant ce temps, d'autres morceaux ont été réarrangés en collier par des gens qui ont tenté de le vendre aux enchères en 2015, mais sans succès. Le musée Nelson Atkins lui-même ne nie pas les faits, puisqu'il confirme l'information sur son propre site web. Et puis, il y a la fameuse coiffe de Toutankhamon. Quelques perles de celle-ci auraient également été volées par Carter. Elles ont ensuite été enfilées pour former un nouveau collier, qui est aujourd'hui conservé au musée d'art de Saint-Louis. Un autre collier élégant, fait de céramique émaillée, a passé un certain temps au Metropolitan de New York. Heureusement, il a été renvoyé en Égypte il y a un peu plus d'une décennie. Il semble qu'il ait été, comme on pourrait s'y attendre, également volé par Carter. Malgré les articles manquants, la tombe de Toutankhamon a tout de même révélé une multitude d'objets incroyables, qui nous ont permis d'en apprendre davantage sur cette culture ancienne. Commençons par le célèbre masque funéraire. Il s'agit d'un énorme ouvrage en or de 53 cm de diamètre, orné de pierres semi-précieuses et de pattes de verre. Il pèse 10 kg et représente le jeune pharaon avec une longue barbe postiche et une coiffe surmontée d'un cobra et d'un vautour. Au dos, un sortilège tiré du livre des morts était censé assurer son passage dans l'au-delà. Toutankhamon était apparemment aussi passionné de jeux de société, notamment de sonnettes. On en a retrouvé 4 dans sa tombe, dont certains en ivoire. Les archéologues ont également trouvé une paire de sandales en or, bien qu'on imagine qu'elles aient été davantage pour l'apparat que pour le confort. En fait, le pharaon ne les a probablement jamais portées de sa vie. En parlant d'articles de mode, il semble que Toutankhamon ait été un souverain plutôt coquet. On a même retrouvé un mannequin dans son tombeau qui était utilisé pour choisir, ajuster et ranger ses tenues et ses bijoux. Le jeune roi semble également avoir apprécié la musique, d'après les 2 trompettes que les historiens ont retrouvées dans son tombeau. Bien qu'on en ait joué en 1939 lors d'une émission proposée par la BBC, les instruments sont aujourd'hui considérés comme trop fragiles pour être manipulés.